Bonjour à Lucas Debargue, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le programme de demain? Alors, le programme de demain, j'ai construit un récital qui peut apparaître un peu aride, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de figures très différentes qui sont représentées, Bach, Prokofiev, Ravel, Liszt. Ça peut sembler assez aride parce que c'est des pièces assez exigeantes à l'écoute, hein. C'est pas un concert Mozart, Beethoven. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire des passerelles entre les œuvres, plus qu'entre les styles et entre les compositeurs eux-mêmes, c'est-à-dire de créer une sorte de conduit qui relie un peu toutes les pièces entre elles. C'est des pièces évidemment auxquelles je tiens énormément. Il y a Gaspard de la Nuit que je joue, que j'aime à chaque fois qu'on m'invite. C'est vrai que j'aime rejouer ça parce que c'est vraiment la pièce maintenant que je mets le plus à l'épreuve, que j'ai joué le plus et que je mets le plus à l'épreuve. À chaque fois c'est très différent et j'avance d'un concert à l'autre avec cette pièce et créer des associations avec d'autres œuvres. Bon, la troisième sonate de Prokofiev, qui est une œuvre de jeunesse qui est de la même période que Gaspard de Ravel, et de placer ça après la toccata de Bach. On peut évidemment pas enchaîner, à mon avis, Bach et Ravel, mais d'utiliser un peu Prokofiev comme un pivot entre les deux pièces. C'est intéressant parce que Prokofiev utilise énormément de techniques. Il utilise des techniques très romantiques, des techniques très impressionnistes, mais aussi une très grande utilisation du contrepoint chez lui, dont on parle assez peu, parce qu'on parle beaucoup de l'aspect percussif de Prokofiev, de son côté un peu impertinent, de sa dureté dans les harmonies. Mais il y a vraiment toujours une conduite des voix, une conduite contrapuntique, et donc c'est intéressant de faire un lien avec Jean-Sébastien Bach, qui est le maître incontesté du contrepoint. Voilà, donc le sujet du programme. Dans la deuxième partie, je jouerai la sonate de Liszt, qui est vraiment qui n'a pas d'équivalent qui n'a pas d'égal dans le répertoire pour piano. C'est une pièce, et pourtant c'est une des pièces de Liszt où il y a vraiment un intérêt pour le matériau musical lui-même. Donc évidemment, il y a l'exploitation de tout ce qui est possible de faire au piano, donc un instrument romantique, un instrument orchestral qu'on veut faire sonner comme l'orchestre au XIXe siècle. Mais tout ce savoir-faire a été expérimenté par lui au préalable, dans toutes les pièces virtuoses, les transcriptions qu'il a pu faire. Et donc quand il arrive au moment où il écrit la sonate, il y a tout ce bagage-là est derrière lui. Et il s'intéresse maintenant presque, il revient à la forme sonate que Beethoven avait presque poussé jusqu'au bout. Et il y revient avec une conception dramatique très intéressante, parce qu'on a quelques thèmes, 2 ou 3 thèmes dès le départ, 2 ou 3 cellules en fait, qui vont être transformées, qui vont se métamorphoser de toutes les façons possibles et imaginables en l'espace d'une demi-heure, prendre tous les costumes. Et c'est un parcours vraiment très très éprouvant. C'est pas du tout du point de vue de la virtuosité, c'est très éprouvant émotionnellement. Je pense pour le public si l'exécution est réussie, et pour l'interprète, parce qu'on passe vraiment par quantité d'états d'âme, toujours avec les mêmes petites cellules thématiques, c'est ça qui est très fort. Et voilà, moi c'est vrai que je parle peu de la virtuosité parce que c'est un aspect qui m'intéresse absolument pas. Je joue des pièces qui sont réputées comme virtuoses, voilà, Gaspard de la Nuit de Ravel, la sonate de Liszt, même la sonate de Prokofiev, c'est de la littérature très virtuose pour piano, mais c'est absolument pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de donner à entendre le maximum de détails, le maximum de choses, atteindre la clarté, le plus de clarté dans le jeu possible. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Merci. Et comment vous appréhendez le concert de demain? Je sais pas, j'ai hâte de me retrouver en situation. C'est très difficile de se projeter, même la veille, c'est très difficile. Le ressenti arrive, l'angoisse éventuellement, ou la nervosité, et tout ça arrive, je sais pas, 1 heure, 2 heures avant, pas avant. Avant, moi je suis toujours dans la recherche. C'est-à-dire que je suis toujours concentré, je pense à la musique, je travaille la musique, et c'est seulement vraiment 1 heure ou 2 avant le concert où... Voilà. Quelquefois, j'ai la possibilité de vraiment construire au préalable, 1 jour, 2 jours avant, construire. Mais avec le rythme que j'ai maintenant, qui est vraiment très 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 soutenu, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que je prépare mon programme,
un temps à l'avance, les œuvres sont préparées, mais pour vraiment me projeter dans le concert en lui-même, c'est-à-dire l'heure et demie pendant laquelle je vais jouer, ça c'est environ le même temps avant en fait le concert. C'est comme si je faisais le parcours à l'envers en fait, jusqu'au moment où je vais entrer sur scène. Voilà, donc je peux pas dire grand-chose. Et quel est votre rapport aux Dansiphonie? Je suis venu là comme stagiaire il y a un petit moment, en 2003. J'ai étudié avec Marie-Paule Siruquet. J'étais venu pendant 10 jours ici, au mois de juillet, et c'était un souvenir impérissable. Je me souviens quasiment de tous les détails, je me souviens de où j'avais habité, des autres stagiaires. J'avais passé un moment vraiment... plus que l'étude en elle-même du piano, c'était pas vraiment intensif à ce moment-là parce que je prenais pas ça très sérieusement. Par contre, ça m'a donné l'opportunité d'écouter des concerts merveilleux, de découvrir des pièces que je connaissais pas. C'est ici que j'ai découvert le deuxième concerto de Rachmaninov, et de rencontrer d'autres musiciens et d'autres étudiants. Ça, c'est toujours... voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.